Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons à l'occasion de cet entretien sur le livre Boniface Noah, auteur de La fonction ministérielle dans la République au Cameroun, avec une préface de David Aboem Achoyi, publié chez l'Harmattan Cameroun en 2012. Boniface Noah, bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre les téléspectateurs de Wafrika TV dans le cadre de cet exercice de présentation de cet intéressant ouvrage, paru il y a 10 ans aujourd'hui, mais qui, au regard de l'actualité, est toujours très intéressant et pertinent. D'où la première question. Quelle est la motivation qui vous a conduit à la préparation, à la rédaction de cet ouvrage? La motivation est liée à l'environnement politique global. On va même dire à l'environnement administratif global. Parce qu'à cette époque-là, précisément, les discours du président de la République revenaient tout le temps sur le manque de rendement, sur la violation permanente des valeurs éthiques au sein de l'administration camerounaise. Et on sait, quand on dit administration camerounaise, on pense d'abord au chef des départements ministériels. Je me suis appuyé sur ces insatisfactions du président de la République, je répète, qui étaient récurrentes à une époque pour initier cet ouvrage et procéder à des analyses qui me semblaient adaptées à notre milieu. D'accord. Alors, pourquoi ce titre particulièrement? Je préfère préciser la fonction ministérielle dans la République, il y a une virgule au Cameroun. Oui. Pourquoi pas la fonction ministérielle au Cameroun ou alors simplement la fonction ministérielle dans la République? Cet intitulé ou ce titre-là est très important. C'est très important. Parce que la Respublica, n'est-ce pas? La chose commune, la chose publique. Alors, il s'agit de mettre l'accent sur la notion de république. C'est pour cela que c'est d'abord la fonction ministérielle dans la République, virgule au Cameroun. Non sans travailler avec des comparaisons par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays du monde et d'Afrique. C'est ce qui explique ce titre-là. Autrement dit, cette virgule-là vaut son pesant d'or. D'accord, très bien. Alors, vous parlez à la page 27, notamment, d'une fonction noble, exaltante, mais d'un sacerdoce. On peut y lire un certain paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe. Vous voulez dire une fonction sublime. Une fonction sublime, voilà. C'est le mot exact que j'utilise dans l'ouvrage. Est sublime ce qui est exaltant, ce qui est beau, ce qui fait beaucoup de bien. Le sacerdoce, c'est ce sacrifice que l'on fait pour l'intérêt général. Voyez-vous, sur la base de ces deux définitions, il n'y a pas de paradoxe. Il devrait plutôt y avoir une sorte de synergie, une sorte de combinaison positive entre ce qui est sublime, qui est réalisé pour le compte de la communauté nationale, pour le compte des populations de la République, mais sous le sceau du sacerdoce. Je voudrais insister sur la notion de sacerdoce parce que le ministre est appelé à servir. Le ministre est un serviteur. Alors, de manière essentielle, son rôle, c'est de s'occuper des populations dans son domaine de compétences et le faire sans arrière-pensée, dans le cadre de toutes les valeurs nécessaires. Peut-être que nous allons y revenir. Alors, à la page 95, vous dressez un tableau
présentant les dates de certaines élections présidentielles suivies de la date de production du remaniement ministériel, il s'étale en moyenne 1 mois à 2 mois pour le plus long. La moyenne d'âge, c'est 1 mois et demi avant que le remaniement puisse être produit. Cela, à partir des précédentes définitions sur le sacerdoce et le caractère subliminal de la fonction ministérielle, on peut se demander si ce temps, comment comprendre ce temps dans la logique de rechercher des serviteurs fidèles, des serviteurs conscients de leur rôle dans le gouvernement, dans l'action gouvernementale, on va dire. Alors, vous voyez, il faut déjà préciser que la nomination dans le gouvernement de la République relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais dans cet ouvrage, j'ai tout simplement, dans mes analyses, remarqué que depuis précisément 1992, le président de la République procédait au remaniement ministériel à peu près 1 mois après l'élection présidentielle. Cela s'est répété comme ça, comme vous le voyez dans le tableau, peut-être pendant 4 ou 5 mandats. De mon point de vue, 1 mois, c'était le temps nécessaire pour le président de la République de faire son casting et de retrouver les hommes qu'il estime à mesure de mettre en œuvre la politique nationale qui est la sienne, de mettre en œuvre dans tous les cas les promesses électorales qu'il a eu à faire pendant les différentes campagnes électorales. C'est ça, oui. Oui, toujours dans la désignation, l'on remarque quand même une certaine recherche d'équilibre, soit sociologique, soit linguistique, soit des différents profils dans cette désignation. Oui, vous savez, le Cameroun est un pays connu pour sa diversité linguistique, sociologique, culturelle. Et le gouvernant a toujours eu à cœur de gérer la République dans le cadre de la justice sociale. On en parle beaucoup, la justice sociale, qui elle-même aboutit donc, s'agissant des nominations, à la notion d'équilibre régional. C'est tout cela qui fait en sorte que, au moment de former le gouvernement de la République, le président, le chef de l'État, s'attelle à faire en sorte que tout le territoire national soit couvert, même si ce n'est pas jusque dans les détails, mais que pour l'essentiel, ne serait-ce qu'au niveau régional, que toutes les sensibilités camerounaises puissent être satisfaites. Alors, le préfacier, David Aboué-Machoy, lui-même ancien ministre, son secrétaire général de la présidence de la République, donc collaborateur proche du chef de l'État, ce collaborateur, note dans sa préface la question qui survient à l'occasion de ces remaniements et du travail gouvernemental, la question de la sincérité du soutien des serviteurs du chef de l'État et de leur adhésion à la République elle-même. Et de leur adhésion à la République elle-même. L'on a souvent l'impression d'une inconscience ou alors d'une méconnaissance de certaines personnes de leur rôle en tant que ministre, en tant que serviteur de la République. Cette impression est-elle biaisée ou alors Je crois qu'elle n'est pas biaisée, c'est la réalité. Ce que le préfacier évoque colle à la réalité. Ou tout au moins s'inspire de la réalité camerounaise. La vérité est que les ministres de la République manquent souvent, pas tous, de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le sens patriotique. C'est l'attachement à la République. Valeurs qui sont d'ailleurs, de mon point de vue, qui font le sous-bassement de ce que nous appelions tout à l'heure le sacerdoce. Et cela fait défaut. Cela fait défaut et ça se ressent dans le quotidien
de la gestion ministérielle de la République. J'ai cité ces deux valeurs-là auxquelles je peux ajouter la probité, qui pose vraiment problème chez nous. L'actualité nationale dans ce domaine, dans le domaine de la probité, on va appeler ça maintenant la probité ministérielle, l'actualité elle est abondante. Point n'a besoin de revenir là-dessus parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Alors, finalement, dans un pays comme le Cameroun, pays en développement, engagé dans un processus d'émergence à l'horizon 2035, on espère d'ailleurs qu'elle arrivera un peu plus tôt, quel serait le profil type, profil idéal d'un ministre dans la République, un ministre au Cameroun? Le profil type. Ou alors, y en a-t-il déjà un profil type? Le profil type est un idéal. Hein? C'est un idéal. Entre l'idéal et la réalité, évidemment, il y a un fossé qu'il faut pouvoir franchir. Le profil type, en tant qu'idéal, c'est que le ministre de la République soit quelqu'un de compétent. Vous convenez avec moi que vous avez beau être volontaire, vous avez beau avoir l'envie patriotique, l'envie républicaine de travailler, mais si vous n'en avez pas les moyens intellectuels et professionnels, il y aura problème. Compétence. Compétence à laquelle doit être associée des valeurs morales et éthiques. Valeurs morales et éthiques qui sont énumérées d'ailleurs dans l'ouvrage. On va évoquer notamment le sens du devoir. On va évoquer le sens du travail bien fait. On va évoquer, bien entendu, on en a parlé, l'intégrité morale. D'accord. Revenons justement sur la compétence. Sur la compétence, vous pouvez peut-être éclairer la lanterne de ceux qui liront en profondeur déjà sur le sujet de la nomination de personnes au profil différent par rapport à la tâche qui est confiée. Par exemple, on observe peut-être la nomination d'un administrateur civil, je vais prendre le cas, à la justice, au ministère de la Justice, comme ministre de la Justice, ou alors la nomination d'un ingénieur des travaux au ministère de la Santé publique. Comment justifier cela? Est-ce que c'est tenable? Ou alors il y a une autre logique, c'est-à-dire une passerelle de compétences qui peut s'exercer à travers l'évolution de la carrière de la personne? Très belle question, qui taraude d'ailleurs certainement l'esprit des citoyens, on l'imagine. Eh bien, la nomination au poste de ministre n'a pas nécessairement besoin de la spécialisation dans un domaine. Très bien. Il faut le savoir, quand on est intellectuel, quel que soit le domaine dans lequel on a étudié, eh bien, on a la possibilité, tout de suite et maintenant, de s'adapter aux nouvelles fonctions qui vous sont confiées, quelle que soit leur nature. Et c'est cela, justement, qui commande les nominations des ministres. C'est vrai qu'à une époque, au lendemain des indépendances et jusque dans les années 70, peut-être même 80, il y avait une tendance qui voulait que les ministres soient essentiellement les administrateurs civils. Pour une raison simple, la formation des administrateurs civils, que ce soit à l'ENAM au Cameroun, que ce soit à cette époque-là à l'ENA de Paris, en France, est une formation, on va dire, multidimensionnelle. La formation des administrateurs civils touche à tout. D'ailleurs, au Cameroun, le statut particulier de ce corps dit que ce corps a vocation interministérielle. Autrement dit, les administrateurs civils peuvent travailler partout. Ceci étant dit,
il est donc établi que quand quelqu'un est ingénieur du génie civil et qu'on le nomme ministre de la Santé publique, il a des semaines, pas des mois, pour pouvoir comprendre quelle est la déontologie de la maison, quelle est la ligne éditoriale, je préfère, de la maison, rentrer dans les grands dossiers du ministère de la Santé, malgré son profil d'ingénieur du génie civil, et se retrouver très rapidement dans tout ce qu'il y a comme terminologie médicale, dans tout ce qu'il y a comme gestion des pandémies, gestion des épidémies, dans tout ce qu'il y a d'une manière générale à l'intérieur de la politique nationale de santé publique au Cameroun. Donc c'est valable pour la santé publique, c'est valable pour les autres ministères qui n'ont pas nécessairement besoin d'un spécialiste dans le domaine pour tenir le département ministériel. Alors, pour finir, sur la ligne éditoriale justement, parce que le ministre ne travaille pas en vase clos, il travaille au sein d'une équipe, l'équipe gouvernementale, dirigée par le premier ministre du gouvernement. Quelles sont les valeurs ou alors les principes qui gouvernent l'action gouvernementale, pour qu'elle soit une action cohésive, si vous prêtez le concept? La réponse est simple. C'est la solidarité gouvernementale qui doit sous-tendre l'action du gouvernement. La solidarité gouvernementale est voulue depuis des décennies parce que sans un minimum de cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, il est bien difficile d'atteindre les résultats dans la mise en œuvre de la politique définie par le président de la République. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a justement la charge de la coordination gouvernementale et conséquemment la charge de tout mettre en œuvre pour que la solidarité gouvernementale soit effective. Dans tous les cas, les choses évoluent dans le bon sens. Depuis la nomination de l'actuel Premier ministre, on note un certain nombre d'activités qui tendent justement à mettre en place cette solidarité-là, en même temps que ces actions-là permettent d'aboutir à la modernisation de l'administration publique. Je pense au SAGO, qui a d'ailleurs eu lieu il n'y a pas très longtemps. Salon de l'action gouvernementale. Le Salon de l'action gouvernementale. C'est une institution qui est très importante et qui permet effectivement, au-delà de présenter ce que le gouvernement mène comme activité, d'asseoir cette unité dans l'action de l'équipe gouvernementale. Merci, M. Noah. Mesdames, Messieurs, ayant eu un aperçu du contenu de ce pertinent ouvrage, nous vous le suggérons davantage pour la lecture. Vous y trouverez des éléments sur l'administration des cabinets, la gestion politique du ministre, un certain nombre de valeurs qui sous-tendent l'action même ou bien les moyens de désignation par le chef de l'État camerounais actuel. Nous vous le recommandons activement. Merci, M. Noah. Je vous remercie. À très bientôt sur Africa TV.